Alors, bonjour à tous, bienvenue à tous dans le podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand club de l'histoire, du plus grand club de l'univers. Nous allons parler du Real Madrid. Au moment où on enregistre cette émission, 13 matchs ont été joués par le Real Madrid, 12 victoires, 1 défaite. Peut-être l'un des clubs les plus dominants d'Europe, derrière 2-3 clubs quand même. Mais la seule chose dont on parle aujourd'hui, c'est les problèmes d'ego, les problèmes de vestiaire, comment gérer le cas Vinicius, comment gérer le cas Mbappé, comment Xabi Alonso va se dépêtrer de ces problèmes. Pour en parler aujourd'hui, Tariq Benbou. Tariq, bonjour. Bonjour Nabil. Comment vas-tu ? Ça pourrait aller mieux en ce moment. Footballistiquement, c'est pas la joie. Pas mal de défaites. Mais tu supportes qui comme équipe, Tariq ? Je supporte l'Olympique de Marseille et le grand, très grand, le plus qu'un club, le FC Barcelone. Aïe. Ok, bon, au moment où on enregistre, donc Tariq est sans victoire depuis une semaine maintenant, avec un classico perdu. Marseille qui perd à Lens et Marseille qui fait nul contre le Grand 3. Et qui perd contre... Le Havre. Le nul là ? Le Havre. Oui, le Havre. Et qui perd aussi en Ligue des Champions. C'est vrai. Merci Emerson, on le soutient. Avec nous, Bastien, comment vas-tu ? Salut Nabil, tu vas bien ? Bah écoute, ça va et toi Bastien, avec qui on est à distance aujourd'hui. On accueille tout le monde, nous ne sommes pas sectaires à Poitiers, même les gens de Tours sont les bienvenus. Comment vas-tu ? Comment s'est passée ta semaine footballistique ? Écoute, ça pourrait aller mieux si hier on n'avait pas pris cette remontada à Charletti. Ça pourrait aller mieux, mais bon. C'était à Jean-Bouin, Charletti, c'est abandonné. Oui, Jean-Bouin. Ouais, qu'au moment où on enregistre, Lyon vient de se faire rattraper, gagner 3-0 et s'est fait rattraper par le Paris FC 3 buts. Donc voilà, triste performance. Mais bon, revenons à nous moutons, le Real Madrid, donc grand club, on le sait, vestiaire de stars, on le sait, guerre d'ego, on le sait. Aujourd'hui, on va explorer un peu l'univers du Real Madrid, notamment cette année, pour voir est-ce que ce vestiaire aujourd'hui est une poudrière à ciel ouvert ? Comment le Real Madrid va pouvoir gérer ces problématiques ? Est-ce qu'on est face à un tournant avec un management de Xabi Alonso ? Tariq, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que la tâche de Xabi Alonso est très difficile. On en reparlera un peu, mais l'année dernière il y avait Ancelotti qui s'est cassé les dents sur ce vestiaire, alors qu'Ancelotti normalement c'est un peu sa spécialité, la gestion des égos, des grands joueurs, etc. Xabi Alonso il est venu apporter sa patte, mettre en place sa tactique, des principes de jeu, il impose Arda Güler, etc. Le problème c'est qu'au Real Madrid il y a des stars, des gens qui avaient un statut aussi. Je pense à Rodrigo, qui on voit quasiment plus, qui est au placard. Vinicius, en ce moment c'est celui qui fait le plus parler, qui a un peu mal vécu le fait qu'Mbappé passe devant. Comment ménager l'un, comment ménager l'autre ? Pour moi, la solution, c'est insoluble. Mais bon, on verra, on va en reparler. Tout en sachant que Xabi Alonso souhaite mettre vraiment des principes de jeu au cœur de son management, au cœur du club. On sait que Vinicius, il n'est pas extrêmement fan de la manière dont il joue, dont il se comporte dans l'équipe, etc. Donc ça peut poser des problèmes. Bastien, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça ? C'est là que ça devient compliqué pour lui. C'est que l'effectif qu'il a aujourd'hui au Real, c'est pas l'effectif qu'il avait à Leverkusen. À Leverkusen, il a réussi à faire de grandes choses. Il avait la main sur cet effectif. Je pense que tout le monde était à son écoute et pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Là, la donne, elle a changé. Je pense qu'il le savait, mais je pense qu'on s'imagine pas autant que le vestiaire soit aussi compliqué tant qu'on n'est pas sur place. Et là, je pense qu'il est en train de s'en rendre compte. Et comme a dit Tariq, on va attendre, on va lui laisser le temps. Mais j'ai un peu peur pour lui. Mais est-ce qu'il est possible pour toi de faire coexister toutes ces stars ? Enfin, on a parlé d'Mbappé, on a parlé de Vinicius, mais on a aussi Bellingham qui est là. On a Rodrigo qui est pas une star au niveau des 3 autres, mais qui est quand même un joueur avec un gros prestige. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire cohabiter ces gens, ou est-ce que tu penses qu'il va, comme le disait Tariq, se casser les dents et se retrouver face à un mur ? C'est possible, mais ça sera très compliqué. Moi, après, quand je vois déjà en plus qu'ils ont recruté cet été, ils ont quand même recruté des jeunes joueurs. Il va falloir aussi, eux, à un moment donné, leur donner du temps de jeu. Il va falloir aussi, là, quand on voit par exemple le cas Huysen qui vient de signer, vous avez quand même Alaba, vous avez Rudiger qui sont pas là.
Après, comment il va gérer ça? Donc, c'est possible, mais je pense que c'est compliqué de faire jouer tout le monde. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de faire jouer son plan de jeu avec toutes ces stars-là, parce que je suis pas sûr que tout le monde adhère à ça, quoi. Mais là, on a l'impression, Tariq, que tu tiens Ancelotti pour responsable de la situation actuelle. Est-ce que l'héritage d'Ancelotti fait qu'aujourd'hui, il est compliqué pour Xabi Alonso de driver le bateau madrilène? En fait, je mets pas trop en cause Ancelotti, parce que lui-même a été victime de ça sa dernière saison. Je mets en cause Florentino Pérez, qui s'est tapé un kiff en faisant venir Kylian Mbappé, qui a complètement fait exploser, au fait, son vestiaire. Parce que Vinicius, il est pas arrivé en superstar, mais il est devenu une superstar du Real Madrid. C'était son Real Madrid à la fin. Rodrigo, c'était son second, c'était la seconde star, etc. Puis Bellingham s'est bien intégré à cet effectif. Bellingham exceptionnel, début de saison, il marche sur lui, il marque je sais pas combien de buts pour un milieu de terrain, il est toujours aussi fort, hein, mais d'ailleurs il a fait un super classico malheureusement. Mais donc il a fait complètement exploser c'est Florentino qui a fait exploser l'équipe du vestiaire, et Ancelotti, c'est pas quelqu'un qui va au clash. Xabi Alonso, on va voir, mais il essaie d'imposer des choses, il essaie aussi de mettre pas mal de turnover, et il y a pas mal de joueurs, ils apprécient pas trop de sortir, donc je sais pas comment il va faire. Bastien, t'as l'air d'accord quand Tariq a mis en cause le président du Real Madrid, Florentino Pérez? Ouais, oui, parce que de toute façon c'est un peu la ligne de conduite des recrutements du Real de Madrid. Il faut prendre des gens clinquants, des joueurs qui tapent à l'œil. Forcément, en accumulant les stars, on se confronte à ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Et franchement, moi, j'ai peur pour Xabi Alonso. Je le vois, il est là sur le bord, il remonte ses manches, il a envie de réussir. Mais à un moment donné, il va se heurter à quelque chose, et soit il va perdre une partie du vestiaire, et on le voit bien, il essaye de à la fois gérer son vestiaire et à la fois être bon tactiquement. Et je sais pas si ça va être possible sur le long terme, en fait. J'ai un doute. Ouais. Tariq, est-ce que pour toi les tensions sont inévitables dans un club qui base son modèle sur les Galactiques? Je sais que Florentino Pérez a une espèce de lubie tous les 20 ans de concentrer toutes les stars du foot mondial dans son club. Je sais que dans les années 2000, on a eu Ronaldo, R9 le Brésilien, Zidane, Figo, volé au Barça, Michael Owen, un peu moins clinquant, Beckham bien évidemment. Est-ce que tu penses que un tel modèle est viable? Ah non, mais là, pour performer sportivement? Là, c'était beaucoup trop. D'ailleurs, il est jamais revenu à ce niveau-là de stars achetées. Il y a des gens qui deviennent des stars au Real, mais c'est pas pareil, tu vois. Ils arrivent pas en star. Mais non, mais pour moi, en fait, de toute façon, ça devient après ingérable, à mon avis. En fait, qui plus est quand ça se fait au détriment d'autres joueurs qui étaient déjà là, qui étaient déjà bien en place, qui ont déjà prouvé dans le club. Il y a une forme d'absence de mérite, quoi. Quand Mbappé arrive et qu'on lui file, même s'il n'osait pas le dire au début, mais les clés du Real, Vinicius, il se dit, mais moi, tout ce que j'ai fait et tout, ça compte pas. En plus, il y a son entourage qui doit lui dire, mais regarde, il donne plus à lui, il a un plus gros salaire, etc. T'as les médias, il faut qu'on parle aussi des médias espagnols. Parce que c'est quelque chose, les médias espagnols, qui rajoutent leur sauce et ça fait monter la sauce, il y a des tensions. S'il y a des mauvais résultats, ça explose. Hein. C'est vrai qu'on a eu, moi, quand je me baladais sur les réseaux sociaux, le Classico s'est déroulé dimanche à 16h, et à partir de dimanche, 18h30 jusqu'à quasiment aujourd'hui, on enregistre le mercredi, mon fil d'actualité était rempli d'infos sur Vinicius, sur Xabi Alonso, qui disaient tout et son contraire. Toi, Bastien, comment t'appréhendes la situation et comment tu penses qu'on peut gérer le cas Vinicius aujourd'hui? De toute façon, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit il lui fait comprendre, il suit sa ligne de conduite, parce que je pense qu'il a une certaine ligne de conduite et il n'a pas envie, de déjà dès le départ d'être soumis un peu à ses joueurs, entre guillemets. Donc la première chose qu'il aurait à faire, ça serait de le sanctionner, et puis de le mettre sur le banc ou sur 1 ou 2 matchs. Ouais, mais est-ce que tu peux le faire avec un joueur comme Vinicius aujourd'hui? Est-ce que ce serait pas contre-productif? C'est que c'est un joueur qui est quand même aimé dans l'effectif, c'est un joueur qui a une grosse cote de popularité, c'est un joueur, on l'aime, on le déteste, mais c'est un joueur qui est quand même extrêmement clivant. Donc sanctionner un joueur comme Vinicius, est-ce que tu tires pas une balle dans le pied? Ouais, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, après, il faut être crédible envers son vestiaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ouvres la porte à ça, même si c'est Vinicius, les jeunes, etc., ils peuvent se dire, attends, il fait ça,
À un moment donné, moi, si je le fais et puis si j'ai un saut d'humeur parce que je suis remplacé un peu tôt, etc. Bon bah je vais le faire. De toute façon, il va rien me dire et je vais être titulaire le prochain match. À un moment donné, il y a aussi il doit être crédible envers son vestiaire. Le vestiaire, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé. Il a plus d'une vingtaine de joueurs à sa disposition. S'il n'est pas en phase avec ça, ça va être très compliqué pour lui. Ah, mais est-ce qu'on en fait juste pas trop? Est-ce que comme c'était un événement mondialement, qui était en mondiovision, on rappelle plus de 600 millions de téléspectateurs à travers le monde, énorme. Est-ce qu'on en fait un peu pas trop? Et est-ce que c'est pas juste une problématique qui arrive dans tous les vestiaires? Oui, sauf que en règle générale, on essaie de le cacher. Là, ça s'est fait sur, place publique, sur terrain public. Alors, en plus, Vinicius, il est coutumier du fait. C'est un joueur qui est très, très, très émotif. Donc, dans la joie comme dans la colère, et il est très expressif. Donc, c'est pour ça que ça fait parler. En plus, Xabi Alonso, nouvel entraîneur. Mais ça arrive partout. Moi, je me rappelle en 2019 ou en 2020, en 2019, des problématiques entre Mbappé et Tuchel, où Mbappé, quand il sort, il attrape. Il attrape Tuchel. Quand Mbappé sort, Tuchel l'attrape par le bras. C'est limite la foire d'empoigne. Imagine s'il avait essayé d'attraper Vinicius par le bras. Je n'imagine même pas la réaction de Vinicius, vu dans quel état il était émotionnel. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même il y a une vraie réflexion sur le rôle de l'entraîneur, surtout dans les gros clubs. Est-ce qu'on a affaire à un Xabi Alonso qui est reconnu comme un fin tacticien, quelqu'un qui manage ses équipes avec maestria pour obtenir des résultats sportifs jamais vus? Je le rappelle, Xabi Alonso a été pendant 2 années pleines l'entraîneur du Bayer Leverkusen qui n'avait jamais été champion d'Allemagne, qui a été champion en 2024 en ne perdant aucun match sur la saison. Le seul match perdu sur toute la saison, Coupe d'Europe, championnat compris, était la finale d'Europa League. C'est une performance qui n'a quasiment jamais été vue. Aujourd'hui, au Real Madrid, est-ce qu'on lui demande d'être tacticien ou est-ce qu'il doit jouer le rôle d'un fin psychologue? Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, pour l'instant, il est en train de jouer le psychologue. C'est-à-dire que on lui a sûrement demandé, surtout après Ancelotti, on lui a sûrement demandé de faire jouer le Real beaucoup mieux, d'être beaucoup plus beau à voir, etc. Maintenant, là, au départ, il est obligé, dans tous les cas, de faire le psychologue et de se mettre tout le monde un peu Mais est-ce que c'est pas juste son rôle? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'attend pas de l'entraîneur du Real à ce qu'il soit juste un manager d'hommes? Le fait, il a des stars, il va pas apprendre aux stars à jouer au foot. On dit, écoute, fais en sorte qu'ils se sentent mieux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on en demande trop aux entraîneurs. On leur demande qu'ils tiennent leur vestiaire et on leur demande d'être beaux sur le terrain. Donc après, à un moment donné, s'il tient bien son vestiaire, mais que derrière, il est pas beau sur le terrain, on va lui reprocher qu'il est pas beau sur le terrain et que son équipe est pas beau à voir. Donc c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau-là et je pense qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup à ces entraîneurs-là. Tariq. Je pense qu'en fait, de toute façon, fondamentalement, il y a 2 grands types d'entraîneurs. Ce que fait tous les entraîneurs aujourd'hui, au niveau, même en Ligue 1, etc., ils sont gestionnaires, ils gèrent leur groupe, ils essaient de mobiliser tous les joueurs, de pas en perdre en route, parce que la saison est longue. Et ils sont aussi tacticiens. Ils essayent d'implémenter des principes de jeu plus ou moins sophistiqués. Mais il y a une tendance. Je pense que Xabi Alonso est plutôt du côté tacticien, plus que gestionnaire. Ancelotti, c'est l'inverse. Il a toujours aimé tous ses joueurs. Il y a 20 ans au Milan, il était adoré de ses joueurs. 20 ans après au Real Madrid, nouvelle génération, rien à voir, il est toujours adoré de ses joueurs. C'est pas celui qui va le mieux faire jouer ses équipes. Par contre, pour unir un groupe, partir en mission commando, mettre les stars dans les meilleures conditions pour que dans les grands matchs, ils acceptent de faire des sacrifices, etc. Peut-être que c'est ça qu'il faut au Real, plus qu'un tacticien comme Xabi Alonso. Si on fait un peu de philosophie politique en tirant la couverture vers nous, est-ce qu'aujourd'hui un grand coach, il doit être aimé, il doit être craint? Qu'est-ce qu'on attend d'un grand coach aujourd'hui, surtout au Real Madrid? Je sais qu'il y a des grandes équipes dans l'histoire où il y a eu des situations complexes. Je pense au Bayern, je pense à des gros clubs anglais, des grands clubs italiens, le Real Madrid aujourd'hui. Est-ce qu'un entraîneur a tout intérêt à être juste aimé et les joueurs, s'ils se sentent mieux, ils vont gagner? Ancelotti, ça a pas très bien joué, mais Ancelotti, il est revenu au Real, il a fait 2022 championnat Coupe d'Europe, il a fait 2023 Coupe du Roi, 2024 championnat Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas justement pas ce qu'on demande, parce que le jeu n'est pas dingue, mais est-ce qu'à la fin on n'est pas content, Bastien? Mais c'est sûr qu'on lui demande des résultats, c'est sûr. Si à la fin de saison il fait bien jouer son équipe et puis qu'il gagne pas le championnat ou il gagne aucun titre, c'est sûr et certain qu'on va lui reprocher. Donc forcément que le Real de Madrid, on attend des résultats et on attend des titres. Ça, c'est une évidence.
Maintenant, je pense que c'est compliqué sur ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Je pense que c'est compliqué d'allier les deux, surtout dans ce club-là. Enrique a réussi à le faire au PSG au bout de 2 saisons où il arrive à allier cet esprit collectif avec les résultats. Ça a pris une année, donc on va lui laisser le temps à Xabi Alonso et puis on verra et on jugera après. Bah justement, est-ce que le management émotionnel aujourd'hui que pratique Enrique, est-ce que c'est la nouvelle arme? Est-ce que c'est la clé du succès aujourd'hui, Tariq? Mais au PSG, la star, elle est partie. Il n'y a plus Mbappé. Et il a une équipe, entre guillemets, à sa main, et il a donné de la place à tout le monde, mais c'est plus facile que quand tu te retrouves au Real avec des gigastars qui s'entendent, en tout cas sur le terrain, pas encore forcément très bien. Donc Enrique, et puis Enrique était beaucoup critiqué aussi, faut pas croire. Donc je sais pas. Après Enrique, il a tendance à être quand même assez autoritaire. Donc tu penses qu'il faut plus dompter les égos? C'est un équilibre. Que s'adapter aux égos. Fondamentalement, je pense que c'est un équilibre. Il faut aussi parfois comprendre aux joueurs que c'est aussi dans leur intérêt de faire, entre guillemets, de mettre parfois leur ego un peu de côté et de se mettre au service de l'équipe. Après, toi, Bastien, mais si demain t'as Enrique qui arrive au Real de Madrid avec l'effectif qu'a Xabi Alonso actuellement, toi, tu le vois comment? C'est-à-dire que il peut arriver et dire attendez les gars, moi j'ai réussi au PSG, je regardez ce que j'ai fait, on va mettre ça en place, ça va fonctionner, on va gagner 3 Ligues des Champions de suite. D'accord, mais si Vinicius il a pas envie de courir comme Enrique demande, si Mbappé pareil il a pas envie, comment il fait? Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Alors c'est sûr, c'est toujours le même problème au fait. Vinicius, déjà il court de base plus, mais s'il dit ouais moi je cours et Mbappé il court pas, pourquoi est-ce que je le ferais? L'année dernière en 2024-25 c'est exactement ça. Enfin je pense Vinicius on était en 2023-24 où j'ai l'impression que c'était un peu l'union sacrée au Real Madrid avec on avait Rodrigo, Mbappé, Bellingham qui étaient les stars de l'équipe avec Kroos derrière qui était un peu organisateur du jeu qui était qui était exceptionnel. On avait des joueurs, moi je me rappelle de Vinicius qui presse, qui revient, qui court, Rodrigo pareil, Bellingham pareil, il se tape dans le dos, il tombe par terre, il salisse le short et au fond ça gagne. Est-ce que à un moment il faut pas juste imposer une autorité face à des personnalités mondiales, mais est-ce que toi Bastien, d'après ce que tu me dis, d'après ce que je comprends, j'ai l'impression que Xabi Alonso ou d'autres coachs doivent aller au clash pour s'en sortir? Tu parlais de sanctions, tu parlais de mise sur le banc, tu parlais genre de décisions fortes. Ouais, sans aller au clash, moi je parle surtout de crédibilité envers son vestiaire en fait. Donc moi c'est ça en fait qui aujourd'hui je vais te donner un exemple personnel parce que je suis joueur alors à un petit niveau, mais je vais te donner un exemple personnel. Si aujourd'hui le coach il se passe quelque chose dans l'équipe, il y a un mec qui sort voilà comme Vinicius a fait etc. et qu'il n'est pas sanctionné, moi je te le dis dans le vestiaire on va se dire et ça c'est humain, on va se dire attends il a rien dit, bon allez écoute pourquoi pas moi la prochain match aussi je vais sortir à la 70e et puis je vais crier comme ça et puis de toute façon mais quand c'est ta star, on sait que l'ego des stars n'est pas l'ego des joueurs entre guillemets lambda. On joue au Real, on n'est pas lambda, mais est-ce que aujourd'hui c'est pas le moteur de la performance? Est-ce qu'aujourd'hui l'ego, est-ce que c'est l'ennemi du collectif, comme tu l'as présenté, ou est-ce que c'est le carburant le plus puissant pour que le collectif aille gagner des trucs? Non. Moi, je pense que pour moi, l'ego, c'est carburant sur du court terme. Mais à un moment donné, il y aura toujours un problème d'ego. Il y aura toujours, lui, il a pris le penalty, lui. Non. Moi, je pense que c'est l'ego, ça sera toujours un frein pour ces clubs-là et il pourra pas aller loin. Ouais, non. Tariq, t'as pas l'air d'accord? Alors je suis en partie d'accord, mais je pense que l'ego, surtout à haut niveau, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de pression et tout ça. Donc ça participe de la confiance en soi. Après, il faut qu'il soit bien placé. Moi, je me dis souvent que tu sais, il y a les grands joueurs, ils ont beaucoup d'ego, même si Zidane, il est humble, etc. publiquement, mais il a forcément de l'ego. Mais il y a des grands joueurs qui mettent, si tu veux, leur ego au service du collectif, et d'autres, c'est parfois l'inverse. C'est le collectif qui va mettre son ego de côté pour le joueur. Donc c'est une question d'équilibre. Est-ce que tu as des exemples? Souvent, moi, c'est ma vision. J'oppose un peu Messi et Ronaldo, surtout Ronaldo à la fin au Real, où Ronaldo, son ego, il laisse pas un penalty, etc. C'est lui la star, et l'équipe l'accepte. Il se met à son service. Benzema, il faut qu'il aille à gauche, il va à gauche. Il faut qu'il défende sur le numéro 6, il défend sur le numéro 6. Il n'y a pas de problème. L'équipe se met à son service. D'ailleurs, il y en a après plus tard qui ont critiqué ça. Je pense à Carvajal qui avait dit 2-3 mots pas très sympas sur Cristiano une fois qu'il est parti.
Messi, c'était un peu l'inverse. Alors, on se dit en passant, il courait pas, les autres couraient pour lui quand même. Mais il se mettait beaucoup je pense plus que Messi, c'est tellement un cas. Il donnait des pénaltys, mais il y a d'autres joueurs comme ça. Je pense que Messi est tellement au-dessus. Enfin, je pense que c'est un gars qui est tellement au-dessus qu'au final, il regarde un peu les mortels jouer et lui, il se dit bon bah. Après, en termes d'ego, Cristiano aussi, c'est au-dessus. C'est aussi quelque chose, Cristiano. Aujourd'hui, le Real, il joue pas pour Vinicius. Ah non. Donc, tu vois, c'est ça aussi c'est qu'à un moment donné, même si c'est une star. Mais ce serait pareil pour Mbappé. Enfin, alors après, vous allez me dire, peut-être que je suis dans une vision utopique de la chose et que c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, enfin, si tu veux tenir ton vestiaire, et j'insiste vraiment là-dessus, le mec, star ou pas star, il est sanctionné. Voilà, c'est tout. Ça doit venir de l'institution. J'ai pas l'impression que ça marche comme dit Tarek. Enfin, si on a le nombre d'entraîneurs qui sont cassés les dents sur des vestiaires, on parlait d'Ancelotti, tout papa qu'il est et tout papa qu'il est, il s'est cassé les dents au Bayern, ça a pas marché, les joueurs ont eu sa peau. Le Bayern, qui est un club qui est très représentatif de ça, dans les années 90, bon nombre d'entraîneurs sont cassés la figure au Bayern du fait de la gestion des égos, Tarek. C'est aussi une question d'institution et du soutien qu'il va recevoir, en l'occurrence pour Xabi Alonso. Parce que par exemple, au Bayern, Guardiola aussi, il y a beaucoup de joueurs qui étaient mécontents. Sauf qu'il était, c'était Pep Guardiola, le grand Barça, etc. Donc il était inimaginable d'y toucher. Mourinho au Real, il y avait parfois d'énormes tensions, avec notamment Cristiano Ronaldo qui demandait de défendre. Et il était hors de question d'y toucher. Alors que Ancelotti, si l'institution a commencé à avoir la main qui tremble, c'est sûr que ça va être compliqué. D'ailleurs là au Real, soit dit en passant, Vinicius il s'est un peu emporté, il s'est excusé publiquement, il cite pas Xabi Alonso dans ses excuses publiques, mais selon certains médias il leur fait des excuses privées. Bon, il y a quand même, il s'est pas non plus rien passé derrière. Oui. Quand on parle d'ego, l'ego, on parle de l'ego comme le moteur du grand joueur des stars. L'ego peut parfois aussi être destructeur. On pense, là, Vinicius, je sais pas, l'avenir nous le dira. Est-ce que lui va tirer des leçons de ce qui s'est passé récemment pour devenir un meilleur joueur, se servir de l'ego pour performer, à la manière d'un Cristiano qui a pu avoir des problèmes avec ses entraîneurs, ou est-ce que Vinicius va pouvoir s'effondrer? C'est que parfois l'ego peut faire qu'on est moins performant, l'ego peut faire qu'on prend des décisions terribles. Je pense au cas de Neymar. Qui a pris la décision sur la base de l'ego de quitter le Barça, qui lui promettait un avenir radieux pour aller au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'un ego mal canalisé peut ruiner une carrière qui parfois peut être promise au sommet, Bastien? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr. Après, moi, je vais pas leur trouver des excuses à ces joueurs-là, mais il y a quand même un truc qu'il faut reconnaître, c'est que aujourd'hui, l'entourage des joueurs et surtout tout ce qu'il y a autour d'eux, tout ce qui gravite autour d'eux, honnêtement, c'est pas pour les aider. Comme l'a dit Tarek tout à l'heure, il y a les médias, vous avez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les pauvres. Là, moi, je vais prendre l'exemple de Yamal parce que moi, Yamal, là, en ce moment, je suis, ce qu'il est en train de faire, je me dis, mais c'est dommage. J'espère qu'il va pas tout gâcher. Honnêtement. Tout ce qu'il y a autour d'eux et tout ce qui gravite à leur âge, je me dis mais comment ils font en fait, et je peux comprendre. Tariq, qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense qu'effectivement les tentations sont très grandes, en qui plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et c'est très dur de garder les pieds sur terre. C'est vrai que j'ai l'impression, on a un système médiatique qui fabrique des idoles. Oui, puis en plus t'as des sollicitations complètement dingues. T'imagines, t'es Vinicius, il vient du fin fond du Brésil. Tu t'es battu toute ta vie pour t'en sortir, t'arrives en Espagne, tu deviens la superstar, t'en avais rêvé petit. Yamal, c'est pareil, il vient de Rocafonda, c'est un des quartiers les plus pauvres de Barcelone. Les mecs, ils arrivent tout en haut, on les place tout en haut. Maintenant, il y a même les réseaux, ils reçoivent des DM, j'ose même pas imaginer les DM. Même tu fais des séries Netflix. Ils ont des séries Netflix. Oui. Quand je vois des séries Netflix, alors qu'ils ont rien fait. Moi, je vais encore prendre un comparatif avec le tennis, mais quand vous voyez Carlos Alcaraz qui a sa série Netflix, le mec, il a 22, 23 ans. C'est vrai qu'Alcaraz, on ne sait pas s'il va durer longtemps, du fait de. Oui, voilà. Il a quand même une vie dissolue. Et encore, c'est pas le foot, hein. Ouais. Le foot, c'est hors norme. Donc c'est dur. En plus, il y a des gens autour de toi. Tu vois, Vinicius, il vient du Brésil. Il y a des types autour de lui qui doivent dire, mais tu mérites mieux. C'est ce qu'on appelle yes men. Ils disent oui à tout. Eux aussi, ils vivent de lui, en réalité, hein. Donc, va en Arabie Saoudite, ils te paieront à ta hauteur. Des choses comme ça. C'est pas facile. Quand tu te mets à leur place, c'est pas facile. On reprend le cas de Neymar. Est-ce que Neymar, c'est pas le meilleur exemple d'un talent qui a été gâché par son ego?
Si, ça en fait partie. Si, forcément. Quand il vient au Paris Saint-Germain, si ça en fait partie. Ouais. C'est que pour moi, Neymar, c'est un cas d'école. Enfin, c'est quand même le mec qui était promis un avenir radieux. Enfin, il y avait des ballons d'or qui lui tendaient la main, une passation avec Messi. Enfin, je pense que c'est pas tout le monde qui a ça. On a quasiment la meilleure équipe du monde dans le meilleur championnat du monde avec un effectif qui sera construit autour de lui. Il part au Paris Saint-Germain. Bon, il a quand même des performances, mais bon, c'est qu'à partir de là, genre, c'est une longue dégringolade. Non, mais en plus, il arrive au PSG, il est monstrueux à l'époque et tout. Ah ouais. Mais il s'est jamais acclimaté à Paris, j'ai l'impression. En tout cas, pas aux bonnes choses. Il a jamais réussi à vraiment s'épanouir dans le club. À la fin, ça s'est super mal fini. Alors quand tu vois tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a inspirés, etc., c'est vraiment dommage. Mais il a fait le mauvais choix. Il a beaucoup regretté. D'ailleurs, après, il essaie de revenir au Barça, mais le Barça n'avait plus les finances pour se permettre ça. Et donc voilà. Mais c'est sûr qu'il a fait un choix catastrophique. Mais lui aussi, tu vois, en plus, lui, il avait déjà tout gagné, à part avec le Brésil. Mais en club, il avait tout gagné. Au Brésil, en Europe. Il voulait être la star, il voulait être le numéro 1, il voulait que ce soit son équipe. Ah, voilà. Pour conclure déjà, ce développement est passé à vos souvenirs. Bastien, est-ce que pour toi, l'ego, quand il est compris et quand il est cadré, c'est pas la clé du football moderne? Est-ce que un joueur avec beaucoup d'ego, bien cadré, bien encadré et bien utilisé, peut pas faire basculer une équipe? Bah si, bien sûr. S'il est cadré, si tout ce que tu dis c'est respecté, honnêtement c'est parfait. Et même j'irai plus loin, ça t'apporte au-delà du terrain. Ça veut dire que ça va te vendre des maillots, ça va être un tout en fait. Donc bien sûr que si c'est cadré comme tu dis, bah là l'ego je le prends tous les jours, y a pas de problème. Tarek, pour conclure. Non, je suis d'accord. En fait, c'est toujours pareil quand l'ego il est mis au service d'un but collectif, parce qu'il y a des buts individuels et collectifs, et quand les deux se rencontrent, ça fait des choses extraordinaires parce que le collectif va remettre en avant le joueur et l'ego va aussi l'aider à développer son jeu. Parce qu'il faut avec la pression qu'ils ont, il faut avoir confiance. Mais voilà, c'est un plus, mais il faut pas aller trop loin. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la clé du jeu, la clé de la performance, c'est comprendre les hommes avant de comprendre le jeu. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui va être important. Ça va ensemble. Merci beaucoup, les amis. On va passer à votre partie de souvenirs. Alors, je vous ai demandé de préparer un petit souvenir sur un joueur qui, pour vous, a énormément de charisme, d'aura, qui vous a marqué. Peut-être pas votre joueur, mais un joueur. Bastien, est-ce que tu veux commencer? Ouais, vas-y, pas de problème. Bah moi, écoute, j'ai choisi Zlatan. Parce que moi, quand tu parles de charisme, d'aura, même d'ego, je dirais même boulard, pour moi, le président de tous ces mots, c'est Zlatan Ibrahimovic, par déjà sa carrière, hein, et on est à plus de 570 buts, plus de 30 trophées. On a quand même une longévité assez importante, hein, il a joué au plus haut niveau jusqu'à 41 ans. Et moi, surtout, ce que je retiens, c'est la partie française de la carrière de Zlatan. Déjà, juste, il arrive au PSG en 2012 et il est présenté devant la Tour Eiffel. Enfin, juste ça, déjà, c'est quand même déjà un grand symbole. Et puis voilà, au-delà de tout ça, c'est la manière dont il marque ses buts, le fait qu'il soit grand. En fait, Zlatan, c'est un tout. En fait, c'est quelqu'un qui impose. Enfin, moi, j'ai des souvenirs en Ligue 1. Notamment par rapport aux arbitres, mais les arbitres, en fait, je pense qu'ils avaient peur. Enfin, j'ai des images comme ça, je me dis, mais les arbitres, en fait, ils étaient effrayés par Zlatan. Il y a même cette sortie qu'il fait en 2015 après une défaite contre Bordeaux, où il dit que ça fait 15 ans qu'il joue au foot, qu'il n'a jamais vu un arbitre aussi pourri dans un pays de merde, et il dit que ce pays ne mérite pas le PSG. En fait, le mec, il en a rien à faire, en fait. Il est là, et c'est Zlatan, et puis il y a que lui, quoi. Voilà. J'ai une petite citation pour Zlatan qui est très représentative. Il a dit, je ne sais plus en quelle année, j'ai placé la Suède sur la carte du football mondial. Je l'ai fait aussi pour la France. J'en suis ravi. Ça, c'est Zlatan, ça le représente, c'est tout lui. Mais oui, c'est tout lui, ça, en fait. En fait, c'est un tout, ce gars. Mais c'est aussi c'est pour ça que moi... C'est aussi un humour. Il est très drôle. Ouais. Il est très, très drôle. Parce qu'il est conscient de ce qu'il est, il est conscient de comment les gens le voient. Ah ouais, c'est tout réfléchi. Ouais, c'est tout réfléchi. Merci, bien sûr. Merci beaucoup, Bastien. Très, très beau souvenir. Tariq, alors moi, quel joueur t'as choisi? J'ai pris un joueur. Il joue encore quand je suis né, mais je l'ai pas vu jouer vraiment. C'est Eric Cantona.
Donc c'est pas, mais c'est vraiment un charisme pour moi qui a traversé les âges, Cantona. Déjà c'est une attitude. Je me rappelle quand tu vois les vieilles images, il se tient droit, il a une forme de classe. Tu vois sur le buste droit, il regarde toujours le regard levé quand il joue au foot. C'est le col relevé aussi. Alors, j'allais venir plus tard, parce que ça c'est discutable, soit dit en passant. C'est également un rebelle. C'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Je le cite quand il se fâche avec les journalistes, il leur dit je vous pisse au cul. Et ce qu'il imagine aujourd'hui, je vous pisse au cul. Ouais. Il leur dit ça sur le plateau, droit dans les yeux. Donc c'est un tempérament volcanique. En même temps, il est d'origine italienne et il a grandi à Marseille, donc forcément, bon, il n'avait pas trop le choix. C'est aussi un sens du verbe. Je reviens pas sur le pisse au cul, mais magnifique. C'est aussi un joueur quand même technique, magnifique joueur sur le terrain. En France, il est formé à Auxerre, il commence à Auxerre, etc. Il va à Marseille, ça se passe très mal. Et comme on dit, on n'est jamais prophète en son pays. Il s'exile outre-Manche où il aura ses plus belles années, notamment à Man U, où il a son fameux col relevé qui, ne vous y trompez pas, est du plus mauvais effet, sauf quand on a le charisme d'Eric Cantona, tout simplement. C'est vrai qu'on a eu des polos col relevé, directement. C'est 100% sa faute. Ouais. Okay. Merci beaucoup Tariq, très beau souvenir. Eric Cantona, joueur exceptionnel, enfin aujourd'hui plus connu pour sa carrière extra-sportive que sportive, même si moi qui habitais en Angleterre, Eric Cantona, pour eux c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ah ouais, ok. Je pense que pour eux, genre, à l'époque, c'est énorme. Même maintenant, il a laissé un souvenir en Angleterre, mais qui est... C'est que c'est l'époque où ils sont pas très bien, l'Angleterre. Ils avaient été chassés des Coupes d'Europe. C'est un joueur un style de jeu qui est extrêmement rugueux, beaucoup de kick and rush, les terrains en très mauvais état, aucun joueur technique, etc. Donc c'est vraiment un football qui est très rudimentaire. Et quand Cantona est arrivé là-bas, ça a été une touche technique. C'était un peu une brute, mais avec un pied extrêmement technique. Sur le terrain, c'est un technicien, mais quand un supporter parle mal, c'est double high kick. Ouais. Mais bon, ça aussi, c'est partie du personnage. Et aujourd'hui, il est peut-être connu aussi pour ses engagements politiques ou sa carrière d'acteur. Sa carrière d'acteur aussi. Ouais. C'est un acteur, ouais. Pas si mal que ça, ouais. Excellent. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie. Bon, moi, si j'avais dû choisir quelqu'un, bon, je vais faire très très classique. Moi, la personne pour moi, quand je pense charisme, quand je pense ego, c'est Cristiano Ronaldo. Évidemment, c'est lié à mon au fait que je supporte le Real Madrid, bon, depuis toujours, depuis que je sais comprendre ce qu'est un ballon de foot. Pour moi, Ronaldo, ça a vraiment été quelqu'un qui a permis la renaissance du club que je supporte. Et c'est une espèce de stature. Bon, il y avait aussi des cols relevés de temps en temps sur des maillots à col, mais il y avait une situation où si on avait besoin de Ronaldo, il était là. Je me rappelle 2 matchs où, contre Wolfsburg en 2016, le Real perd 2-0 à l'aller et il dit, et on a besoin de 3 buts, je vais mettre 3 buts. Et il fait quoi? Il met 3 buts. 2019. Bon, c'est pas les plus beaux buts, hein. Peut-être, mais il les met. Enfin, ton équipe a besoin de 3 buts pour passer et il met 3 buts pour passer. Je me rappelle en 2017 face au Bayern, et un peu le classique européen à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais surtout à l'époque, le classique européen, on est à un match aller où le Real gagne, la situation est extrêmement tendue, tout le monde a peur parce que c'est un match au sommet. Il envoie une photo avec Benzema dans les locaux du stade avec l'emblème du Bayern au sol, une photo qu'on ressort toujours aujourd'hui. On a en 2019 le Bayern qui a besoin de marquer 3 buts au moins pour se qualifier contre l'Atlético Madrid. Non, le Bayern, non, la Juve qui a besoin de 3 buts au moins pour se qualifier en quart de finale. Il fait quoi? Il met 3 buts. Et il y a plein de fois aussi, il se loupe. Hein. Je sais peut-être, normal. Mais après, bon, s'il mettait tout le temps les 3 buts qu'il faut, ça serait le meilleur joueur de l'histoire. Mais la problématique, et moi, Ronaldo, c'est vraiment la personne qui a toujours été là quand j'avais besoin d'elle, footballistiquement parlant, au Real Madrid. Et c'est une personne qui était un meneur d'hommes au Portugal, au Real Madrid, quand on avait besoin de lui. C'est quelqu'un qui a quasiment toujours répondu présent. Et franchement, moi, c'est vraiment la personne, quand je pense charisme, quand je pense ego bien placé, qui a fait qu'il a performé. Pas toujours bien placé, hein. Quand il se parle tout seul avant de tirer un coup franc. Bon. Et il a 48 ans, laisse-le. 40. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi la longévité de ces jours-là, hein, l'ego. Exactement. C'est quelqu'un qui il veut pas lâcher le steak. Il en devient parfois ridicule. Souvent. Là, en Arabie Saoudite. Mais bon. Il a toujours été un peu, hein. Même à Man U, je me rappelle, il faisait des sorties médiatiques. Bon.
Ouais. Donc voilà, c'est le joueur pour moi. Donc on va finir par un petit quiz, bon pas très très long, mais on va en parler quand même. Je vais vous proposer d'abord des citations. Vous allez me dire footballeur ou pas footballeur. Alors je vais commencer la première. Chaque matin à mon réveil, je ressens un plaisir suprême, celui d'être moi-même. Footballeur ou pas footballeur? Elle est incroyable. Footballeur. Ouais, footballeur. Eh ben non, c'était Salvador Dali. Ah. Autre citation. Alors, je suis un génie incompris et c'est dur à porter. Footballeur. Ah oui, footballeur. Ouais. Paolo Di Canio, c'est ça. Ça lui va très bien, ça d'ailleurs. Ensuite, je connais ma destinée. Un jour, mon nom sera associé à quelque chose de formidable. Pas footballeur. Non, pas Pas footballeur. footballeur, c'était Friedrich Nietzsche, en effet. Ah oui, ouais. Enfin, bon, je vais finir. Je pense que Dieu doit m'aimer, sinon il ne m'aurait pas donné une telle carrière. Footballeur. Footballeur. C'était José Mourinho, pas footballeur, mais on n'est pas très loin. Quel ego aussi, on n'a pas parlé. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais aussi votre amour me rend fort, votre haine me rend imparable. Cristiano Ronaldo. Bon, je vais pas le dire, mais ouais. Ah, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, mais elle a le mérite d'exister. Il y a des joueurs qui avaient de sacrées citations aussi. C'est ça. Bon, j'ai pas tout pris. Vrai ou faux, Bastien, Cantona est classé 10e dans le classement du joueur français du XXe siècle par France Football. Oui. Ouais, en effet, c'est vrai. Tariq, vrai ou faux? Est-ce que Cantona a été élu meilleur joueur étranger sur la décennie 92-2002, donc création de la Première Ligue? Oui. Ouais, en effet. Bon, je pense que comme tu as fait tes recherches, tu l'as vu. Mais même je m'en doutais, vu la trace qu'il a laissée. Fait petit classement. Est-ce que vous pouvez à tour de rôle me citer un joueur meilleur joueur français en Première Ligue dans l'histoire? Je commence? Oui. Ouais, vas-y, commence. Vas-y. Ouais, Eric Cantona. Eric Cantona 5e, 70 buts. Bastien. Meilleur buteur français de l'histoire de la Première Ligue. Bon, il y en a qui sont évidents. Là, c'est quoi? Il faut des Français, c'est ça? Ouais, meilleur buteur français de l'histoire de la Première Ligue. Bah, Thierry Henry, non? Thierry Henry, premier. Ouais, c'est sûr. Ça, Tariq. c'était, mais de loin. Anelka. Anelka, deuxième, 125 buts. Top 10, hein. Top 10, ouais. Ginola, non? Ginola n'y est pas. Vas-y, tu peux encore. Je peux en essayer un. Vas-y. Je pense que ça va pas être bon, mais Cissé. Djibril Cissé n'y est pas. Ah, je me doutais bien. Après, peut-être pas que des attaquants, quoi. Il n'y a pas que des attaquants, Ouais, il y a essentiellement des attaquants. Franck Pires, Leboeuf. il y est pas? Pires, il y est 6e, 62 buts. Ah, bravo à lui. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf n'y est pas. Pourtant, il a marqué plus que du Gary, je comprends pas. C'est vrai. T'as dit que c'est bon à rappeler à chaque fois. Très important. On a Tariq, ton joueur préféré qui est dedans. Ton Français. chouchou. Ouais. Nasri. Nasri, 10e, 36 buts. Incroyable. Et on a combien? On a 1, 2, 3 Lyonnais. 3 Lyonnais. 3 joueurs qui ont joué à Lyon. 2 joueurs formés à Lyon et un joueur qui est passé par Lyon. Lacazette? Lacazette, C'était 9e, sûr. 37 buts. Un autre joueur formé à Lyon qui a joué en Première Ligue, Attends, il y a qui? Formé à Lyon. ouais, Français. qui aime bien les orifices. Martial. Anthony Martial. Un joueur d'espace, On effectivement. le salue. Un joueur qui prend tous les espaces possibles, on le salue. On avait aussi, bon, tu l'auras pas, Steve Malbranc, qui est 8e. On a ensuite, un que vous avez pas eu, Olivier Giroud, Ah oui, si. c'était 3e. bête. On en a un, je pense pas que vous l'auriez eu, Louis Saha, 4e. Ah, avec exceptionnel, 85. Louis Saha, mon Très, Dieu. très beau joueur. Exceptionnel. Bon, quelques petites questions pour finir ce quiz. Quelle équipe a été appelée le FC Hollywood durant les années 90? Oh, j'ai jamais entendu celle-là. Ah ouais? C'est le Milan? Non. Barcelone? Donc c'est un club en raison de son image médiatique flamboyante avec les joueurs qui faisaient la une à chaque fois pour leur clash, les bagarres, les égos surdimensionnés. Je sais. Bayern. Exactement. Ah, Et Bayern. Ouais. Donc Bayern, avec des joueurs comme Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Mario Basler, Giovanni Elbert, entraînés à un moment par Giovanni Trapattoni. Il y a eu une bagarre qui a fait les gros titres à l'époque entre 2 membres de ce FC Hollywood en 99. Matthäus Lizarazu. Exactement. Ouais. Légendaire. Ouais, a mis une grosse droite à Il Lothar l'a Matthäus. monté en l'air. Le Pays Basque est fier. Exactement. Écoutez les amis, c'est la fin de ce podcast. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. Écoutez, n'hésitez pas. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux Instagram, YouTube. Allez nous écouter sur Apple Podcast. Allez nous écouter sur Spotify et Deezer. Merci, au revoir.
Merci Nabil, au revoir.